C'est tout le monde pratiquement qui s'approprie les carrés miniers, beaucoup plus les acteurs politiques, hein, surtout ceux qui sont dans le pouvoir. Mais quels sont les mécanismes, quelles sont les procédures pour acquérir un gisement minier? Le carré minier, en fait, les sociétés minières, si vous êtes une société, même si vous êtes congolais, il y a effectivement beaucoup de Congolais qui ont des carrés miniers. Même si vous êtes un individu, un particulier. Vous êtes un individu, mais vous vous soumettez, aux règles d'usage dans le droit WADA, dans l'acte uniforme. Vous êtes effectivement commerçant, vous avez une société, vous pouvez faire une demande pour obtenir un carré minier. Les politiques ont un feu vert? Dans les politiques, moi, je pense que c'est des choses à décourager s'il y a des politiques qui entrent un peu dans... C'est ce qui amène aussi le désordre. Pourquoi ça amène le désordre? Parce que quand vous êtes politique, vous entrez dans le secteur de mine, vous avez un carré, vous voyez, il y a des choses que vous n'allez plus permettre. Ça veut dire que vous pouvez faire votre influence pour que les services de l'État qui sont déjà dans la contrebande ne vous contrôlent pas. Ça favorise la contrebande, ça favorise la fraude. C'est pourquoi nous, on est là. L'impunité, la corruption. Bien sûr. Parce que même le minier, certains miniers, bon, parce que je ne dis pas que tous les miniers sont mauvais. Il y a des miniers qui se comportent de la manière... Il y a plusieurs scandales financiers presque chaque année à la Gécamine. Quelle peut être la solution? La solution, et d'ailleurs, je l'ai dit avec autorité, la Gécamine n'est pas comme les autres sociétés minières en faillite. La Gécamine a la possibilité de se relever. Pourquoi? Parce que la Gécamine a deux sources de recettes. La Gécamine peut produire le minerai et le vendre comme les autres sociétés minières, tout comme la Gécamine a de participation dans des sociétés minières. Il en a chez TFM, je crois qu'ils ont 20%, il a 20% de part. Il en a, je pense, chez Kamoa, il en a chez Mutanda Mining, il y en a un peu partout. Mais imaginez-vous, ça ce sont de partenariats avec des sociétés privées, où la Gécamine peut avoir 10 ou 20%. Mais vous pouvez vous imaginer que sur les recettes globales de la Gécamine, les participations, donc le partenariat avec les sociétés dans lesquelles elle a des participations, ramène à la Gécamine 97% de ses ressources. Alors que sur le plan de la production, aujourd'hui la Gécamine produit que 3%. Donc dans ses recettes, les recettes qui proviennent de la production de la Gécamine sont à 3%. En 2023, elles étaient à 9%. En 2019, les taux étaient à, je pense, un peu plus de 12%. Donc tout va en s'affaissant, en s'effondrant, à volo comme vous le dites. Je vous dis mon frère, si un accent particulier est mis sur la Gécamine, nous pouvons concurrencer les sociétés telles que TFM, Kamoa, KCC, tout le grand minier, la RDC a une société qui peut les concurrencer. Ça veut dire, si ces sociétés sont capables de gagner sur le plan international 30 milliards de dollars, 20 milliards, nous avec la Gécamine, avec, on va dire, une bonne gouvernance au niveau de la Gécamine, avec une rigueur, avec une bonne géologie, avec de s'il vous plaît, avec de matériel, on va dire réhabilité, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui sont délabrés aujourd'hui, qui ne sont pas adaptés. Donc avec tout ça, nous pouvons concurrencer n'importe quelle société minière. En Mbujimayi, Félix Tshisekedi avait dit apporter 50 millions pour la relance. Oui, je reviens sur l'Amiba. C'est très important. Ça semble tarder. Ça veut dire l'Amiba connaît presque le même problème avec la Gécamine, mais à une différence près. L'Amiba, elle n'a pas une autre source de recettes. En fait, ce qu'a connu l'Amiba, c'est ce que la Gécamine est en train de vouloir connaître. Pourquoi? La Gécamine a encore la latitude de céder ses périmètres à des privés qui peuvent travailler et lui ramener l'argent. C'est même le principal ressource qu'elle a. Ça veut dire qu'elle n'est plus capable de produire la Gécamine. Maintenant, au niveau de l'Amiba, ils ont des périmètres
mais ils n'ont pas de partenaires avec qui ils ont de partenariats qui peuvent leur faire venir même un 100 millions ou un 50 millions. Donc l'AMIBA a un problème, ça veut dire qu'il faut refaire les usines, il faut racheter des machines, il faut payer le personnel, il faut recruter des gens qui s'y connaissent parce que, rappelez-vous, tout le monde qui est passé par là à l'époque n'a plus la même compétence actuellement. Vous tenez régulièrement des conférences dans lesquelles, en tant qu'expert dans le domaine de mines, dans vos exposés, vous dites qu'il y a possibilité d'atteindre seulement dans le secteur de mines 18 milliards. Oui, seulement. Le secteur de mines peut générer plus que 18 milliards de budget national. Comment y parvenir justement? Déjà, aujourd'hui, c'est vrai que dans le budget 2025, la contribution du secteur minier est attendue, je pense, à près de 5 milliards de dollars. Là, on est dans une routine parce qu'on est sûr que avec un forcing, les miniers vont sortir cette somme-là, le 5 milliards. Mais est-ce qu'on contrôle la chaîne de production? On ne contrôle pas. Est-ce qu'on est capable de faire la traçabilité de ces produits miniers? On n'est pas capable. Ce n'est pas que le service de l'État manque. Parce que quand l'industriel creuse ce mine pour extraire des minéraux et tout ça, il y a des services de l'État. Vous avez peut-être la police, vous avez peut-être les services de sécurité, mais quand ils sont là dans le mine, ils sont déjà payés par le minier. Donc toute cette espèce-là est payée déjà par le minier eux-mêmes. Si l'État congolais paye 200 000, donc, et sont déjà payés 2000 $. Vous voyez? Ça veut dire que autant qu'ils peuvent prendre dans leur mine, l'État ne contrôle pas. Vous voyez? Pourquoi l'État ne contrôle pas? Parce que nous avons des compatriotes qui font ce jeu, qui entrent dans le jeu et qui ne peuvent pas nous donner des informations de combien on a extrait déjà à la mine. Quand les minéraux sont extraits, ces minéraux sont amenés à la production, les usines de production. On n'est pas capable de savoir les minéraux qui ont été pris, on va dire le minerai sèche, qui ont été pris pour être amenés dans l'usine. Quand on le transforme par exemple pour le cuivre en cathode, combien de tonnes ont été produites? On ne peut pas le savoir. Au-delà de ça, quand le cathode quitte l'usine de production pour l'exportation, on doit envoyer ça à l'extérieur pour que ça soit vendu. Est-ce que la quantité déclarée exportée, est-ce que c'est la vraie quantité qui a été exportée? Il y a un problème. Donc dans tout ce cheminement-là, l'État est là. Nos compatriotes sont là. Ils font soit la sécurité, ils font soit les contrôles. Mais la mafia est tellement organisée que les miniers peuvent vous garder, on va dire, les 90% de la réalité du problème. Il peut brandir dans les services, ne fût-ce que les 10% de ce qu'il fait. Nous avons des compatriotes qui favorisent ça. Et quand les minéraux sont exportés, les minéraux sont vendus. Donc même si on connaît sur le marché international combien coûte les tonnes de cuivre, on sait que cette fois-ci ça a connu un pic, on est arrivé presque à 10 000 $ la tonne. Vous voyez, ça c'est des prix connus. Mais ces prix sont connus même si ils vous déclarent avoir vendu 600 000 tonnes. Qu'est-ce qui nous rassure qu'ils ont effectivement produit 600 000 tonnes pour le vendre à ces prix? Donc même si on fait un calcul arithmétique, on se dit, ben écoute, il y a 600 000 tonnes d'exportés et après la vente, on connaît le prix. Il peut se négocier entre 9 000 et 10 000 $ aujourd'hui, la tonne de cuivre. Vous voyez, même si on connaît, en réalité, on ne connaît rien. Parce que si 90% de ce qu'ils font peut échapper à notre contrôle, donc vous comprenez qu'on ne va se contenter que des 10% qui nous ont été déclarés. Maître Donald Kabassé, le ministère de Mines fait partie de portefeuille géré par votre parti, l'UDPS, depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Mais toutes ces matières grises, vous auriez dû, vous, à l'UDPS, en tout cas, le porter à la connaissance
des Congolais, n'est-ce pas? On voit que dans ceux qui gèrent ce ministère sont complètement effacés comparativement à d'autres ministres qui sont mis en branle, notamment du côté de la justice et autres. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, est-ce que... bon, je veux dire que l'UDPS semble ne pas maîtriser ces secteurs des mines. Non, en fait, c'est quand même beaucoup dire. C'est pas que l'UDPS ne semble pas maîtriser, mais il est d'un fait. C'est que, apparemment, dans le secteur de mine, il y a une sorte de contentement. Vous voyez? Genre, les acteurs impliqués dans le mine, la chaîne, la mafia telle qu'elle est organisée, elle se contente de ce qu'il y a déjà. Et figurez-vous, le minier, c'est des gens qui ont un grand lobby, vous voyez, et chaque fois qu'il faille les toucher ou bouger quoi que ce soit, eh ben, vous avez tout le monde qui appelle, tout le monde qui demande que ça doit se stabiliser, il faut pas embrouiller, il faut pas, vous vous rappelez, en 2018, lorsque le nouveau code minier de 2018 a été, avant même d'être promulgué par l'ancien président Joseph Kabila, vous savez combien de pressions, combien d'efforts ont été faits. C'est vrai qu'on veut, pour que ce secteur vraiment couvre le besoin de notre pays, vraiment c'est un secteur qui a besoin de beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de détermination. Je l'ai dit ici. Il faut effectivement qu'il y ait de politiques publiques beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus osées. Parce que, mon frère, quand on parle de cette machine-là, on parle en termes de milliards. Et vous savez que si notre pays aujourd'hui est déstabilisé par des guerres, déstabilisé par ceci, par cela, c'est à cause de nos mines. Voyez-vous? Donc, en d'autres mots, le secteur qui est contrôlé, qui est à l'abri de problèmes d'insécurité, le secteur minier qui est à l'abri de problèmes d'insécurité, c'est comme si on veut que la situation reste telle. C'est comme si, en d'autres mots, l'insécurité qui nous fait échapper de mines, mais cette fois-ci, elle ne s'exprime pas en termes d'armes. Ce ne sont pas des armes. On n'est pas en train de déstabiliser, d'égorger, de violer des gens pour nous ravir les mines. Mais on essaye de nous faire croire que vous devriez vous contenter de ce qu'il y a. Donc c'est un secteur qui est beaucoup plus complexe. Un secteur dans lequel, quand on essaye de faire assez d'efforts, on est peut-être tiré vers le bas. Donc quand je vous dis que on peut partir, les 5 milliards attendus, on peut les doubler ou les tripler par 3. Ça veut dire, si nous sommes seulement en mesure d'assurer la traçabilité de produits miniers à partir de mines qu'on extrait, de la production qu'on en fait pour le transformer en métal, si on est capable de maîtriser... Comment expliquez-vous le fait que la gestion du ministère de Mines par votre parti du DPS ne soit pas aussi ressentie par les Congolais? L'impact même de ce qui génère ce secteur dans l'économie nationale. Je vous vois venir et je vous vois également revenir sur la question. Je vous réponds par un exemple. Regardez le secteur de la justice. Vous savez à quel état était la justice? Vous voyez ce qui est en train de devenir la justice aujourd'hui. Vous comprenez? C'est parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui, par sa manière de faire, fait cette différence. Et on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais vous sentez la volonté de faire. Vous voyez? Et c'est cette volonté qu'il faut dans le mine. Je vous dis que le problème, il est connu. Notre problème, moi je le résume, c'est la contrebande minière. C'est la fraude. C'est la mafia qu'il y a dans le mine. Comment de faire cette mafia? Il faut contrôler. Et le contrôle, nous avons tous les moyens pour le faire. Les DPS n'arrivent pas à le contrôler. Non, ben écoute, vous voulez... Mais pourquoi vous dédouanez le ministre? Vous m'appelez consultant, vous m'appelez expert. Vous êtes également politique. Alors, je ne veux pas que je prenne des casquettes politiques, parce que là, je vous parle de l'expertise, de ce que je fais chaque jour. Vous voyez? Je suis consultant. Vous voyez? Ça veut dire que je connais
comment le minier vole, en d'autres mots. J'ai dit que ce ne sont pas tous les miniers. Parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je sais comment ils font pour sortir toutes ces choses par fraude. Je connais le degré de complicité des services. Vous voyez? Je vous dis qu'il y a moyen de contrer cette contrebande minière. Alors, pour le faire, il faut du courage, il faut la volonté et il faut connaître le mine. C'est ça. Il faut le connaître. Ça veut dire, vous ne venez pas dans ce secteur-là pour apprendre. Parce que on vous présentera ce qui existe. On vous dira que ici on va gagner 3 milliards. Et les 3 milliards, on doit gagner ça comme ça. Et d'ailleurs, un autre truc. Je voulais d'ailleurs que le président a pris beaucoup de mesures dans le mine qui nous ont facilité beaucoup de choses. Je vous ai parlé du décret qui créait l'inspection générale de mines. Vous voyez? Et on doit supprimer cette histoire d'avance sur les recettes fiscales. Ça veut dire quoi? À un moment donné, je crois que c'était en 2017, l'État congolais demandait aux miniers, chers amis, donnez-moi un peu d'argent. Société minière, donnez-moi même 1 milliard. C'est comme des avances sur les recettes fiscales. Ça veut dire, quand on viendra pour vous contrôler, les fiscs, pour savoir combien vous payez, on pourra retrancher ce que vous m'avez déjà donné. Le secteur minier à lui seul, sans la contribution des autres, à lui seul, le secteur minier peut totaliser tous les 18 milliards de ce budget 2025. Mais seulement à condition que le même contrôle qui est assuré dans le finance, vous voyez par exemple avec l'IGF, il fait le contrôle de finances, il part partout où il y a l'argent de la République pour récupérer. Mais en termes de minerais, c'est pas l'argent. Ce qui sort, le brut qui sort de mine, l'IGF n'ira pas contrôler quelle quantité on a. Vous avez dit que derrière tout ça, il y a la mafia. Mais celui de PES qui gère le mine. Non, mais en fait, non, la mafia, c'est pas au niveau de la personne du ministre. C'est tout un département. Vous pouvez mettre, ça veut dire, la mafia, elle est d'abord à cette base-là. Parce que la République démocratique du Congo s'est assurée que dans chaque mine, il y a des agents des services de l'État. Dans chaque mine. Vous voyez? Dans chaque bassin en RDC, on s'assure que les services de sécurité sont là. La police des mines, elle est là pour sécuriser. Elle doit faire un rapport. Les services de renseignement sont là pour faire un rapport. J'essaie de vous dire que tous ces personnels publics dans les mines deviennent automatiquement les travailleurs de ces miniers. C'est tout ça que j'essaie de te faire comprendre. Ça veut dire qu'il est payé 200 000. Quand il arrive dans la mine, il a un travail de contrôle. Mais quand il arrive là, le minier lui dit, ben, toi tu es payé 200 000, moi je te paye 1000 $. Ça veut dire, l'omerta, il ne peut rien dire. C'est possible aujourd'hui. Avec la demande en mine qu'il y a dans le monde, avec la technologie qui s'accentue du jour au jour, des armes qui sont fabriquées par-ci par-là, il est possible qu'à partir du secteur minier, quelque chose d'assez dur. Vous voyez la rigueur telle qu'elle est faite dans le finance, la rigueur telle qu'elle est faite dans la justice. Je vous dis, mon frère, une rigueur, un minimum de rigueur dans le mine peut apporter à ce pays 15 milliards de $. J'ai dit un minimum de rigueur. Ça veut dire pas de complaisance. Aujourd'hui, nous avons une seule thématique dans ces plateaux spéciaux, lutte contre la corruption. Les secteurs miniers peut-il permettre à la République démocratique du Congo de dépasser le 18 milliards de $ du budget actuel? Et ce budget, vous le savez également, il y a une certaine opinion qui pense qu'il est irrationnel. Il ne représente absolument pas. Et donc on ne sent pas l'impact de ces budgets au sein de la population. Tentative d'explication avec mon invité de séjour, Maître Donald Kabasele Divwanda, avocat senior, consultant expert en droit minier et de carrière. Maître Donald Kabasele, bienvenue dans le débrief. Merci Moses, merci à des millions de téléspectateurs et auditeurs qui auront effectivement l'occasion de nous suivre en ce moment. Et j'adresse aussi mes salutations
à tous nos Congolais qui se trouvent en situation difficile présentement, et nous compatissons parce que c'est notre pays. Meilleurs vœux, c'est votre tout premier casting pour l'année, pour 2025, ici en débrief à la RTGA. Bien évidemment, au même moment, je vous le réciproque, à 2 millions de ceux qui vont nous suivre aujourd'hui, je souhaite également mes meilleurs vœux. Merci. Alors nous avons aussi annoncé notre thématique dans les différentes plateformes de la RTGA, et il y a ceux qui ont salué la pertinence de ce thème. Alors voulez-vous participer à l'émission? Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. Vous nous suivez ici à Kinshasa en province, mais également à Goma sur les ondes FM 87.5. C'est notre fréquence radio. Depuis Goma, vous nous suivez. Vous êtes également à Matadi, ville portuaire, à Boma, à Mwanda, à Kisangani, à Lubumbashi, à Mbujimaï. Vous suivez également la RTGA. Nous sommes également sur Canal+, Canal 365 pour ceux qui nous suivent à la télévision. Ceux qui sont à la radio, vous avez aussi cette possibilité de nous regarder en direct à partir de votre smartphone. Allez-y sur Play Store ou App Store, téléchargez l'application de BlueSat dénommée Blue OTT International. Blue OTT International, canal 973, c'est RTGA World. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Maître Donald Kabasele, vous êtes également un acteur politique, cadre au sein du parti présidentiel UDPS, bien que vous œuvrez dans les secteurs miniers, votre autre secteur d'activité. Vous êtes dans le domaine de mines, mais dans notre échange aujourd'hui, j'allais dire, nous allons inéluctablement évoquer la politique qui est inhérente au secteur minier dont vous maîtrisez les rouages. Oui, effectivement, je suis cadre au sein de l'UDPS. C'est l'occasion même de saluer tous les combattants et toute la direction du parti qui peuvent nous suivre en ce moment. Merci. Je m'en vais directement rappeler à ceux qui nous suivent. Vous avez été élu député national à Kananga dans le regroupement UDPS et alliés. Nous avions d'ailleurs reçu ici sur notre plateau dans débrief sous la casquette du nouvel élu, mais vous avez malencontreusement été débouté par la Cour constitutionnelle. Vous avez été invalidé donc. Alors, vous avez accepté ces revers sans faire des bruits, sans vous enflammer. On a vu même d'autres personnes quitter leur parti politique. Et vous, avez-vous eu une promesse qui vous a tout de même rassuré, ou bien? Pas du tout une promesse, mais parce que nous considérons que la politique est d'abord un postulat. On ne vient pas en politique avec l'idée nécessairement d'avoir ce qu'on veut, même si sur le terrain, vous pouvez constater avec des images que je suis même affectueusement appelé Idi Yaba, surnommé par la population du Kasaï central, qui m'a élu de la manière la plus spectaculaire, parce que personne ne pouvait parier sur moi. Je suis arrivé en tant que jeune, j'ai trouvé des baobabs sur la ville de Kananga. Je les ai battus copieusement, avec toutes les images à l'appui, j'ai été élu. Donc je suis je me considère jusqu'aujourd'hui comme un élu du peuple. Ceux qui nous suivent à la télé, ils voient quand même les images. Ouais, voilà. Donc même si la politique au niveau de la Cour constitutionnelle a décidé de cette injustice, on a acquiescé. On s'est dit, écoute, ils savent les raisons pour lesquelles ils m'ont débarqué. Moi, je connais pas. Je peux pas aussi, on va dire, faire le deuil. Je sais que j'ai une base qui me soutient. Elle s'est enflammée lors de mon invalidation. J'ai appelé tout le monde au calme. Je leur ai dit que c'est la politique. Elle nous offre ce qu'elle a de meilleur. Et nous, on se concentre parce qu'on sait que nous n'avons pas, on va dire, été là au parti parce qu'on voulait nécessairement être député, être je sais pas qui. Mais on s'est dit, écoute, sportivement, on accepte. On n'a pas besoin de quitter son parti politique parce qu'on nous a débouté à la Cour constitutionnelle. Encore que la Cour constitutionnelle, c'est pas le parti. Donc, je pouvais pas dire que ça s'arrête là et je vais m'attaquer aux uns et aux autres. Pas du tout. Ouais. Donc, je devrais effectivement
on va dire, faire tableau rasa, me concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. Et dans quel état la vie de notre population. Dans quel état d'esprit avez-vous digéré ces revers? Bon, c'était, on va dire, indésirable, ça c'est vrai. C'était choquant parce que voir quelqu'un qui n'est pas ministre, qui n'est pas député, qui ne vient qu'avec ses moyens, et que j'ai eu en tant qu'avocat, vous voyez, j'investis, je bats campagne, je fais un discours, et ma population me suit. Elle me vote, et de la manière la plus bonne possible. Et il suffit seulement de descendre sur la ville de Kananga pour ceux qui sont passés par là. Ils vont voir qu'il y a des traces de Maître Donald Kabasele. Donc, il dit Yaba, c'est moi. Donc, c'est pas moi qui me suis donné ce nom, c'est la population qui m'a surnommé comme ça. Je pense que lors du dernier passage du président de la République, il a pu le voir. Il a pu voir comment cette population m'appelait de tout le vœu. Et donc, voilà. C'est déjà derrière nous, on se concentre sur l'avenir. On s'est dit, ben écoute, on peut toujours servir notre pays, même si on n'est pas député national. Merci beaucoup, Maître Donald Kabasele. Je rappelle que nous vous recevons aujourd'hui comme étant un expert dans le domaine des mines. Vous êtes consultant et avocat senior en droit minier et de carrière. Nous entamons sans plus tarder notre thématique. Je m'en vais d'abord rappeler notre standard. Posez vos questions à l'invité qui est là aujourd'hui. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Je rappelle notre standard, c'est les 097 30 50 850 097 30 50 850. Nous parlons aujourd'hui du secteur de mines parce que une grosse part du budget national provient justement de ce domaine. Alors, Maître Donald Kabasele, quels sont les principaux minerais exploités en République démocratique du Congo, si l'on peut commencer par là? Essayez un peu d'expliquer ce que nous suivons. Bon, les principaux minerais, je pense que tous on le connaît. Il y a d'abord les minerais qui sont classifiés comme de minerais stratégiques. Vous vous rappelez qu'il y a le cobalt, il y a le magnésium, il y a le, on va dire, les TT, hein, les 3T, les 3T, voilà, qui par un décret pris en 2018 ont été soumis à un régime très particulier. Sur le 15 minerais stratégiques, 11 se trouvent en République démocratique du Congo. Imaginez-vous, c'est un scandale géologique. Au-delà de ces minerais, il y a également, on va dire, le coltan, il y a le cuivre, il y a le tin, il y a le zinc, il y a pas mal de minerais. Donc presque le diamant, nous avons plusieurs et alors plusieurs minerais que la République démocratique du Congo regorge. C'est même à ce titre-là qu'on qualifie notre pays d'être un scandale géologique. Ça veut dire, quand on essaie de voir par rapport à d'autres pays au monde, ben on se dit, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent avoir tout ça avec eux? Vous voyez? Et parce que déjà, votre thématique, elle sait déjà définir l'ensemble de ce qui a été fait. Vous vous rappellerez que le budget 2025, c'est un budget qui est chiffré à plus de 49 milliards de francs congolais. Donc, en moyenne, 17,5 ou 18 milliards de dollars sont attendus, effectivement, par notre gouvernement. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer ce gouvernement, le président de la République, parce qu'on a connu un taux, effectivement, de près de 21% par rapport au budget 2024. Donc, c'est des efforts considérables. Ici, notre idée, c'est pas de minimiser cette prévision. C'est fait en fonction d'autant de stratégies, de calculs, d'intelligence réunies pour arriver à dégager ce budget de 18 milliards. Mais je rappelle que le gouvernement s'est beaucoup plus basé sur ce qu'on reçoit normalement. Il faut aussi rappeler que il y a 7 ans, notre pays avait un budget qui pataugeait autour de 3 milliards de dollars qu'on n'atteignait presque pas. Jusqu'en 2018, je me rappelle, on avait fait un saut parce que il y avait également le minerai qui avait explosé, il y avait presque du boom dans le mine. On était arrivé
en 2018 à 5 milliards de dollars, mais qu'on n'avait pas atteint. On s'est limité à produire presque quelque chose de 4 milliards et quelque chose. Donc aujourd'hui, qu'on ait un gouvernement qui arrive à oser amener ce budget aujourd'hui à 18 milliards, ça veut dire dans un intervalle qui n'est pas décennal. Donc il n'y a pas 10 ans, on quitte de 3 milliards vers 18 milliards, ça veut dire il y a 15 milliards de plus dégagés. C'est exceptionnel. Mais où est-ce que moi je vais intervenir? J'essaie de dire que c'est le fruit effectivement du contrôle qui a été accru, de la peur du gendarme, des réformes qui ont été effectivement imprimées, des politiques publiques qui ont encadré beaucoup de secteurs de la vie nationale pour qu'on arrive aujourd'hui à avoir 15 milliards. Mais je dis que c'était pas tout. Ça, c'est des efforts qui nous ont amenés jusque-là à avoir 18 milliards. Alors, moi, j'essaye de faire une réflexion. Je me dis, si nous mettons beaucoup plus de rigueur, ça, on a mis des rigueurs un peu dans beaucoup de domaines au même moment. On est parti dans le fisc, les taxes, les droits à percevoir de manière administrative, des cotisations, de paiements qui peuvent se faire par-ci, par-là. Et c'est juste de canaliser ces moyens-là qui échappaient à l'État. Parce qu'il faut reconnaître que ces moyens, on pouvait les avoir bien longtemps, mais il y avait des individus qui s'en servaient. Ça veut dire, on pouvait aussi oser, à l'époque, avoir 18 milliards, mais on ne pouvait pas les avoir. Pourquoi? Parce que les individus, à eux seuls, pouvaient empocher 15 milliards de dollars. Il suffit juste de vous rappeler du rapport de l'ancien conseiller spécial, je crois, le Zolo Bambi Lessa, en matière de corruption et de blanchiment de capitaux. C'était à l'époque de Joseph Kabila. Il déplorait le fait que les individus, à eux-mêmes, pouvaient par année empocher 15 milliards de dollars. Ça veut dire, c'est de l'argent qui était récolté, mais qu'on ne pouvait pas avoir dans le trésor public. Les efforts du président Tshisekedi et de son gouvernement ont permis qu'on puisse avoir effectivement cet argent. Mais moi, je considère que notre diagnostic ne devrait pas seulement se limiter là. C'est vrai, nous devons renforcer ces contrôles parce qu'on n'a pas encore eu le 100% de ce qui doit revenir nécessairement à l'État. La corruption a été un peu réduite parce que si les gens étaient corrompus à hauteur de 100, avec le contrôle de l'IGF, avec des réformes initiées dans le secteur fiscal et tout, eh ben, si c'était à l'échelle de 100, je pense qu'aujourd'hui, ça peut se faire peut-être à 40%, ça peut se faire à 20%, donc ce n'est pas encore le total. Si on accentue seulement sur ce contrôle-là, on peut avoir le 100%, donc on peut même dépasser les 18 milliards si seulement on se base là. Maintenant, moi, je viens avec mon expertise dans un domaine beaucoup plus précis. Permettez-moi, avant d'entamer le fond de votre réflexion, je l'ai dit à l'entame de cette émission, qu'il y a contraste entre le budget de 18 milliards dont vous vous vantez aujourd'hui, il y a contraste entre ce budget et le train de vie de la population. Comment expliquer cela? Bon, il y a effectivement un contraste. Notre population, elle a beaucoup plus de besoins. Notre pays est un chantier et tout est à refaire dans notre pays. Dans chaque domaine, il y a des réformes importantes à faire. Parce qu'au même moment, nous avons la guerre à l'Est qui nous coûte 2 milliards de dollars parce qu'on doit se battre. Au même moment, le fonctionnaire n'est pas payé. Il a besoin d'être payé. Il est sous-payé parce qu'il considère que ce qu'il a ne peut pas lui permettre de nouer les deux bouts du mois. Au même moment, les maraîchères sont aussi exigeants ou exigeantes. Au même moment, le professeur d'université réclame. Au même moment, les enseignants. Au même moment, les chômeurs ont besoin d'emploi. Donc, il y a beaucoup plus de domaines. Ça veut dire que même si on atteignait un budget de 50 milliards dans notre pays, eh ben, on sera loin de l'intention d'avoir effectivement atteint un point. Les dépenses sont énormes. Ça veut dire que notre pays a des exigences. Mais n'oublions pas que nous venons d'une histoire beaucoup plus récente où on avait un budget de 3 milliards, vous voyez, et aujourd'hui on est à 18 milliards. Ce qui est sûr, c'est des pas de géants qui ont été réalisés.
Mais pour que ce pas-là se ressente dans le panier de la ménagère, rassurez-vous que ce n'est pas facile du tout, parce que il faut voir tous ces aspects-là. Mais l'essentiel, c'est de commencer à faire de grands pas, jusqu'à ce qu'on arrivera effectivement à résorber la crise, à résoudre le problème d'emploi, à résoudre effectivement le problème de paiement de salaire et tout ça. Donc c'est un grand projet. Oui. C'est comme ça que je vous ai dit que sur le plan économique, tactique et tout ce qui va avec, on considère que ceux qui sont partis de 2 milliards aujourd'hui, qui sont à 18 milliards, c'est deux pas de géant. Et même la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, ils félicitent la RDC pour ça. 18 milliards que l'opposition qualifie de chimérique. Alors, le secteur minier, vous savez, depuis la nuit des temps, a toujours été les poumons de l'économie nationale en termes de mobilisation de recettes intérieures. Vous laissez donc entendre ici que il y a des tuyaux de la rentabilité de recettes dont le contrôle échappe à l'État congolais, et que si l'on fermait toutes ces vannes, le budget sera accru davantage. Alors, qu'est-ce qui explique? C'est la corruption qui est à la base de... Oui, il y a la corruption qui est organisée cette fois-là en fraude, ce qu'on appelle dans le terme minier, cette contrebande minière, vous voyez. Donc il y a une mafia organisée, très organisée. Je vais vous donner un exemple. Oui. Déjà, quand on commence par l'octroi de titres miniers, il y a un problème. Aujourd'hui, à Kinshasa, par exemple, si vous voulez vous procurer une parcelle de 20 mètres sur 20, si vous êtes à Bandal ou je sais pas où, vous savez combien vous payez. 200 000 $, par exemple, c'est vrai que c'est à titre définitif. Mais le carré minier, chez nous, ici en RDC, vous savez que il est parti de 1 000 $, le carré. Aujourd'hui, le carré minier à 5 000 $. Vous voyez? C'est vrai que ce sont des droits qu'on paye annuellement et qui sont renouvelés. Quand on octroie ces titres à, on va dire, des industriels ou de miniers, ils prennent et nous leur donnons la charge de faire des recherches pour nous. Ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils trouvent dans le sous-sol, quel genre de minerais ils découvrent et quelle quantité ces gisements peuvent contenir. Donc déjà là, même s'ils trouvent qu'il y a une grande quantité qui est importante, même s'ils trouvent qu'il y a diversification de minerais déjà dans le gisement, rassurez-vous qu'avec la contrebande qui est organisée, ils ne nous le diront pas. Donc nous-mêmes déjà l'État, depuis la nuit des temps, donc je parle de toutes ces époques comme on connaît, depuis nous n'avons pas de recherche actualisée dans nos mines. Ça veut dire les recherches qui ont été faites en 1960, 1970. Il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour parce que nous, à partir de ces recherches-là, nous donnons à des titulaires miniers qui, eux, doivent nous dire le fruit de leurs recherches. Et ils nous disent, par exemple, ici c'est autant, là-bas c'est autant et tout, et nous on se contente de ça. Donc même s'il trouve un grand gisement, il va travailler, il va sortir ce qu'il pourra sortir, ben nous, on ne comprendra pas ce qui se passe. Ça c'est d'abord le premier point. Donc, la contrebande et la fraude, elles commencent déjà à partir de l'octroi des titres miniers. Si on peut y mettre un contrôle accru, parce que c'est nous-mêmes le propriétaire de terre, le propriétaire de mines, nous devons être en mesure de financer des recherches en géologie qui puissent nous donner combien de gisements nous pouvons avoir. Ces gisements se trouvent où? Parce qu'aujourd'hui, on est concentré dans la région du Katanga, Lualaba, Tanganyika, à l'est du pays, en Ituri. Mais on oublie que, par exemple, au Congo central, il y a de minerais. On ne peut pas faire de recherche là-bas parce que ça n'intéresse peut-être pas ceux qui sont là-dedans. Vous voyez? Oui, mais Maître Donald Kabasele, vous savez, on court après les temps. Vous tenez régulièrement des conférences dans lesquelles, en tant qu'expert dans le domaine de mines, dans vos exposés, vous dites qu'il y a possibilité d'atteindre seulement dans le secteur de mines 18 milliards. Oui, seulement. Le secteur de mines peut générer plus que 18 milliards de budget national. Comment y parvenir, justement? Déjà, aujourd'hui, c'est vrai que dans le budget 2025, la contribution du secteur minier est attendue, je pense, à près de 5 milliards de dollars.
Là, on est dans une routine parce que on est sûr que avec un forcing, les miniers vont sortir cette somme-là, le 5 milliards. Mais est-ce qu'on contrôle la chaîne de production? On ne contrôle pas. Est-ce qu'on est capable de faire la traçabilité de ces produits miniers? On n'est pas capable. Ce n'est pas que le service de l'État manque. Parce que quand l'industriel creuse ce mine pour extraire de minerais et tout ça, il y a des services de l'État. Vous avez peut-être la police, vous avez peut-être les services de sécurité, mais quand ils sont là dans le mine, ils sont déjà payés par le minier. Donc, toute cette espèce-là est payée déjà par le minier eux-mêmes. Si l'État congolais paye 200 000, donc, et sont déjà payés 2000 $. Vous voyez? Ça veut dire que autant qu'ils peuvent prendre dans leur mine, l'État ne contrôle pas. Vous voyez? Pourquoi l'État ne contrôle pas? Parce que nous avons des compatriotes qui font ces jeux, qui entrent dans le jeu et qui ne peuvent pas nous donner des informations de combien on a extrait déjà à la mine. Quand les minéraux sont extraits, ces minéraux sont amenés à la production, les usines de production. On n'est pas capable de savoir les minéraux qui ont été pris, on va dire le minerai sèche, qui ont été pris pour être amenés dans l'usine, quand on le transforme par exemple pour le cuivre en cathode. Combien de tonnes ont été produites? On ne peut pas le savoir. Au-delà de ça, quand le cathode quitte l'usine de production pour l'exportation, on doit envoyer ça à l'extérieur pour que ça soit vendu. Est-ce que la quantité déclarée exportée, est-ce que c'est la vraie quantité qui a été exportée? Il y a un problème. Donc, dans tout ce cheminement-là, l'État est là. Nos compatriotes sont là. Ils font soit la sécurité, ils font soit les contrôles. Mais la mafia est tellement organisée que les miniers peuvent vous garder, on va dire, les 90% de la réalité du problème. Il peut brandir dans les services, ne fût-ce que les 10% de ce qu'il fait. Nous avons des compatriotes qui favorisent ça. Et quand les minéraux sont exportés, les minéraux sont vendus. Donc, même si on connaît sur le marché international combien coûtent les tonnes de cuivre, on sait que cette fois-ci, ça a connu un pic. On est arrivé presque à 10 000 $ la tonne. Vous voyez? Ça, c'est des prix connus. Mais ces prix sont connus, même si ils vous déclarent avoir vendu 600 000 tonnes. Qu'est-ce qui nous rassure qu'ils ont effectivement produit 600 000 tonnes pour le vendre à ces prix? Donc, même si on fait un calcul arithmétique, on se dit, ben écoute, il y a 600 000 tonnes d'exportés, et après la vente, on connaît le prix, il peut se négocier entre 9 000 et 10 000 $ aujourd'hui, la tonne de cuivre. Vous voyez? Même si on connaît, en réalité, on ne connaît rien. Parce que si 90% de ce qu'ils font peut échapper à notre contrôle, donc vous comprenez qu'on ne va se contenter que des 10% qui nous ont été déclarés. Pourquoi? Oui. C'est parce que déjà notre système fiscal, il est déclaratif. Ça veut dire qu'on permet au minier de nous dire combien il a produit. C'est à lui de nous dire. S'il nous dit j'ai produit 10 000 tonnes, nous on accepte. Et c'est sur base de ces 10 000 tonnes que nous allons calculer les impôts, les taxes qu'on va percevoir. Et donc, si même on se contente des 5 milliards en disant que le secteur minier a produit 5 milliards, en réalité, nous faisons de faux calculs parce que nous sommes partis sur de fausses données. Maître Donald Kabassede, pourquoi la RDC ne dispose pas d'une cartographie minière bien connue de tous? Nous avons une cartographie, mais qui n'est pas actualisée. Nous avons une cartographie minière. Elle existe depuis les temps immémoriaux, donc depuis l'époque coloniale. Cette cartographie, elle doit être mise à jour. Ça veut dire, la mettre à jour, c'est pas on se réveille un matin, c'est dans le mine. On ne se réveille pas un matin, vous dites, ben écoute, la cartographie doit changer. Mais non, non, ça veut dire, il faut financer ces recherches. Il faut financer des grands géologues. Il faut acheter des machines qui sont à la pointe. Il faut utiliser la nouvelle technologie, comme le font les sociétés qui travaillent dans le mine. Je ne vais pas qualifier des sociétés américaines, chinoises ou je ne sais pas quoi. Et ils ont la technologie que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de moyens à mettre pour cette recherche. Vous voyez? C'est là où nous, on se contente juste de leur dire, prenez le périmètre et là, prenez le carré minier,
faites ce que vous voulez, dites-nous combien vous déclarez, et puis, quand on vient même pour le contrôle, c'est un contrôle, on va dire, fictif. Donc on arrive, ben, la routine elle est connue, la contrebande elle est à tous les niveaux, de ceux qui doivent contrôler effectivement ce qui se fait. Tout le monde est dans le jeu, donc c'est un circuit difficile à démanteler. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces genres de cas? Alors il faut accentuer les contrôles. Non seulement accentuer les contrôles, mais il faut se rassurer que nous avons un contrôle effectif de mines. Je vous raconte par exemple ce qui se passe généralement à l'est de notre pays. Vous savez, quand on a qualifié on va dire, nos minerais stratégiques, vous voyez, regarde un peu le germanium. C'est un minerai, le germanium. Il fait partie des minerais dits stratégiques. Les colombos, je pense, titanium, quelque chose. C'est des minerais que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Les gisements existent. Tout y est. Mais toutes ces histoires sont exploitées de manière artisanale. Pour la plupart, surtout dans les régions du Kivu, nord-sud Kivu. Donc, 80% des exploitations qui sont faites, elles sont artisanales. Ça veut dire, les artisanaux entrent, ils creusent, ils prennent ça à l'état brut, ils cherchent des comptoirs, des négociants qui peuvent prendre ça et qui peuvent faire traverser dans des pays voisins. Et si à partir de ces pays voisins, que ces minéraux-là sont travaillés, on définit le métal qu'on va enfin vendre sur le marché international. Ça veut dire, nous ne serons là que peut-être pour produire ça, prendre ça à l'état brut et envoyer. Effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a le problème des guerres qui se font... Maître Donald Kabasele, le ministère de Mines fait partie de portefeuille géré par votre parti, l'UDPS, depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Mais toutes ces matières grises, vous auriez dû, vous, à l'UDPS, en tout cas, le porter à la connaissance des Congolais, n'est-ce pas? On voit que ceux qui gèrent ce ministère sont complètement effacés comparativement à d'autres ministres qui sont mis en branle, notamment du côté de la justice et autres. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, bon, je veux dire que l'UDPS semble ne pas maîtriser ces secteurs des mines. Non, en fait, c'est quand même beaucoup dire. C'est pas que l'UDPS ne semble pas maîtriser, mais il est d'un fait. C'est que, apparemment, dans le secteur de mines, il y a une sorte de contentement. Vous voyez? Genre, les acteurs impliqués dans le mine, la chaîne, la mafia telle qu'elle est organisée, elle se contente de ce qu'il y a déjà. Et figurez-vous, le minier, c'est des gens qui ont un grand lobby, vous voyez, et chaque fois qu'il faille les toucher ou bouger quoi que ce soit, eh ben, vous avez tout le monde qui appelle, tout le monde qui demande que ça doit se stabiliser, il ne faut pas embrouiller, il ne faut pas vous rappeler en 2018, lorsque le nouveau code minier de 2018 a été, avant même d'être promulgué par l'ancien président Joseph Kabila, vous savez combien de pressions, combien d'efforts ont été faits. C'est vrai qu'on veut, pour que ce secteur vraiment couvre le besoin de notre pays, vraiment, c'est un secteur qui a besoin de beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de détermination. Il faut effectivement qu'il y ait de politiques publiques beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus osées. Parce que, mon frère, quand on parle de cette machine-là, on parle en termes de milliards. Et vous savez que si notre pays aujourd'hui est déstabilisé par des guerres, déstabilisé par ceci, par cela, c'est à cause de nos mines. Voyez-vous? Donc, en d'autres mots, le secteur qui est contrôlé, qui est à l'abri de problèmes d'insécurité, le secteur minier qui est à l'abri de problèmes d'insécurité, c'est comme si on veut que la situation reste telle. C'est comme si, en d'autres mots, l'insécurité qui nous fait échapper de mines, mais cette fois-ci, elle ne s'exprime pas en termes d'armes. Ce ne sont pas des armes, on n'est pas en train de déstabiliser, d'égorger, de violer des gens pour nous ravir les mines, mais on essaye de nous faire croire que vous devriez vous contenter de ce qu'il y a.
Donc c'est un secteur qui est beaucoup plus complexe, un secteur dans lequel quand on essaye de faire assez d'efforts, on est peut-être tiré vers le bas. Donc quand je vous dis que on peut partir, les 5 milliards attendus, on peut les doubler ou les tripler par 3, ça veut dire si nous sommes seulement en mesure d'assurer la traçabilité de produits miniers à partir de mines qu'on extrait, de la production qu'on en fait pour le transformer en métal. Si on est capable de maîtriser l'exportation, c'est les plaidoyers que vous faites souvent dans vos différentes conférences. Je l'ai dit, que j'ai déjà aussi couvertes. Ceux qui nous suivent à la télé, peut-être qu'ils vont voir des images. Alors, vous pouvez poursuivre. Donc, ça veut dire si seulement on a ces contrôles-là, là où on nous déclare avoir exporté 2 800 000 tonnes de cuivre, vous pouvez être surpris que ce n'est pas 2 800 000, ça sera peut-être 6 millions de tonnes envoyées. Ça pourrait être le double. Ça veut dire, nous devons aussi faire des réformes. Même le système, on va dire, le système fiscal qui est déclaratif. Moi, je pense que pour des pays qui savent déjà contrôler tous les circuits, de pays qu'on appelle le pays développé, ça pourrait marcher parce qu'on est sûr d'un minimum d'honnêteté que les acteurs pourraient avoir dans ce pays-là. Mais écoute, dans un pays comme le nôtre, déjà quand on sait que la contrebande elle existe, la fraude elle est là, si on laisse les miniers déclarer ce qu'ils gagnent, ben on risque de ne rien avoir du tout parce que il va nous déclarer ce que lui voudra que nous on puisse noter. Et nous calculerons tous nos intérêts sur base de ce que lui nous déclare, alors que ce n'est pas possible. Là, donc nous on doit être en mesure non seulement de contrôler ces circuits-là que je tale, mais nous devons aussi, sur le marché international, chercher à nous imposer. C'est aussi même là le problème que connaît notre GECAMIN actuel. On va en parler. Alors, voilà. Dites-nous, qui sont les principaux partenaires de la RDC dans ces domaines, dans ces secteurs de mines? Oui, bon, il y a beaucoup de partenaires. Hein. Il y a beaucoup de pays qui sont partenaires. On transite par moments par des pays comme Dar es Salaam où certains de nos minéraux arrivent. En Afrique du Sud, par exemple, il y a beaucoup... les Chinois sont les principaux. Les Chinois sont le donc on va dire actuellement ils sont les principaux. Il y a les Indiens à l'intérieur, il y a des Américains. Les Américains, les Chinois sont maintenant dans la course de nos minéraux. Voilà, c'est même ce qui justifie la hausse du prix du cuivre sur le marché international, parce que la réserve fédérale américaine a totalement baissé en termes de cuivre. Ils ont relancé leur projet pour s'approvisionner de plus. Donc la demande en cuivre est forte. La deuxième raison, c'est que les Chinois, ils ont connu un déficit dans ce qu'ils sont en train de faire sur leur économie. Hein. Ouais. Ils ont eu d'impact beaucoup plus déficitaire, au point qu'ils ont mis en place un programme de relance qui est chiffré à près de, je crois, 560 milliards de dollars. Et aussi, ils ont besoin d'assez de cuivre. C'est ce qui justifie que le cours du cuivre va connaître une tendance haussière et ça peut durer pendant même 5 ans. Vous voyez? Et nous, RDC, pour l'instant dans le monde, nous sommes troisième exportateur du cuivre. Vous voyez? Après le Chili, Pérou et puis c'est la RDC. Certains partenaires seraient de parrains de Kagame, du Rwanda. Il y a tout ça, mon frère. Je vous dis que si aujourd'hui, nous avons la guerre, si notre pays est acculé par-ci, par-là, c'est à cause de nos mines. Voyez-vous? Maintenant, ce que moi j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que le secteur minier à lui seul, sans la contribution des autres, à lui seul, le secteur minier peut totaliser tous les 18 milliards de ce budget 2025. Mais seulement à condition que le même contrôle qui est assuré dans le finance, vous voyez par exemple avec l'IGF, il fait le contrôle de finance, il part partout où il y a l'argent de la République pour récupérer. Mais en termes de minerais, c'est pas l'argent. Ce qui sort, le brut qui sort de mine,
l'IGF n'ira pas contrôler quelle quantité on a produit. Vous avez dit que derrière tout ça, il y a la mafia. Mais celui de PES qui gère le mine. Non, mais en fait, non, la mafia, c'est pas au niveau de la personne du ministre. C'est tout un département. Vous pouvez mettre, ça veut dire, la mafia, elle est d'abord à cette base-là. Parce que la République démocratique du Congo s'est assurée que dans chaque mine, il y ait des agents des services de l'État. Dans chaque mine. Vous voyez? Dans chaque bassin en RDC, on s'assure que les services de sécurité sont là. La police des mines, elle est là pour sécuriser. Elle doit faire un rapport. Les services de renseignement sont là pour faire un rapport. J'essaie de vous dire que tous ces personnels publics dans les mines deviennent automatiquement les travailleurs de ces miniers. C'est pour ça que j'essaie de te faire comprendre. Ça veut dire qu'il est payé 200 000. Quand il arrive dans la mine, il a un travail de contrôle. Mais quand il arrive là, le minier lui dit, ben, toi tu es payé 200 000, moi je te paye 1000 $. Ça veut dire, l'omerta, il ne peut rien dire. Au même moment que l'opérateur minier fait ces propositions-là à tous ces gens-là, ça veut dire les mines vont sortir. C'est ce que le minier va dire qu'il a produit, qui sera donné aux autres services. Ça veut dire qu'il y a d'autres services qui peuvent ne pas se retrouver dans la mafia, mais seront à un certain moment obligés d'accepter les chiffres qui viennent. Parce que c'est des chiffres qui sont certifiés par les services qui sont là sur place. Bon, quand ça passe par la douane, vous savez, nos frontières sont sécurisées avec autant de services d'État. Maître, vous avez dit ici que nous ne sommes pas à même de contrôler les flux de minerais exploités par le partenaire, malgré certains accords conclus. Sinon, que prévoit les codes miniers comme dividendes pour les communautés locales? Voilà, par exemple, les communautés locales. Il y a plusieurs sortes d'avantages. Il y a le fonds minier, il y a le fonds pour les générations futures. Il y a beaucoup de programmes que le code minier actuel donne comme possibilité, même à toutes ces populations qui sont tout autour de mines. Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir en termes de redevances minières qui sont partagées entre la direction de mines, et plutôt la division de mines et les autres services connexes. Ça peut être le secteur, ça peut être, je sais pas, la commune, ça peut être tout ça. Il y a toujours des quotités, mais là, ça dépend de cahiers de charges. Les cahiers de charges sont donnés régulièrement pour qu'on voie dans quelle mesure la répartition s'est faite. Mais là où vous êtes là, en fait, nous sommes dans la réaction. Ça veut dire, on nous a déjà dit que moi, je produis 100 millions. C'est ce qu'on nous a déclaré. Maintenant, nous, on commence à chercher. Le fonds minier va toucher combien? Les redevances minières, nous aurons combien? Les impôts et taxes, nous aurons combien? C'est comme ça que je vous dis, déjà à ce moment-là, tous les calculs qu'on fait là après, qu'on nous ait donné de fausses déclarations, ce sont des calculs qu'on fait sur une base qui ne peut pas nous permettre d'avoir beaucoup plus. Maintenant, moi, je suis un peu dans cette matrice. Essayer de dire, ce qu'il présente d'abord là, c'est pas vrai. Il faut chercher à le contrôler. J'avais d'ailleurs salué, parce que je pense en 2023, il y a un décret qui a été pris par l'ancienne ministre de Mines, Madame Samba, qui avait c'est un décret qu'elle avait proposé, c'est le Premier ministre qui avait signé ce décret. Dans ce décret-là, elle créait, on va dire, l'inspection générale de mines. Donc, dans la synthèse de sa démarche, c'était qu'il fallait effectivement avoir un service public qui peut spécialement contrôler le mine. C'est effectivement pour combattre la fraude et la contrebande. Mais il y a un problème, c'est que quand vous parcourez ce décret du premier article jusqu'au dernier, ben, vous vous rendez compte que on ne parle que de la traçabilité de produits jusqu'à l'exportation. On se limite là. Non. On ne doit pas se limiter à l'exportation. Nous devons contrôler même le marché mondial. Je vous donne un exemple. Nous avons notre GECAMINE. Tout minier qui arrive au Katanga, au Lualaba, Tanganyika, Lomami et les autres,
tout minier qui arrive, le 90% de périmètre qu'il y a sont le périmètre de la Gécamine. Mais imaginez-vous que un exploitant minier arrive. C'est un particulier qui lui donne. Un particulier qui arrive, une société privée qui arrive, qui demande la location. C'est comme une amodiation. Il dit, cède-moi ton périmètre, on fait un contrat, moi je vais commencer à te payer. La Gécamine accepte, il cède à un périmètre. Le gars, il vient, il met ses machines de production. À la fin de l'année, il produit 200 000 tonnes de cuivre. Voyez-vous? Un autre arrive, ainsi de suite. Posez-moi la question, la Gécamine elle-même, qui est propriétaire de tous ces périmètres. L'année 2024, la Gécamine a produit combien? Elle n'a produit que 2000 tonnes de cuivre. Sur 2 500 000 tonnes de cuivre vendues dans le monde. La GEC générale de carrière et de mines, elle vous dit que j'ai produit 2000 tonnes. Quand un particulier minier qui arrive, qui ne fait que louer l'espace, qui ne fait qu'un contrat avec la Gécamine, peut produire 200 000 tonnes. Voyez-vous? Alors, quand ils produisent les 200 000 tonnes, déjà, je pense que de manière approximative, après toutes dépenses comprises, justement, une tonne de cuivre vendue à l'extérieur peut rapporter 2000 $. Ouais. Une tonne. Justement, maître. Vous pouvez faire les calculs. Il y a plusieurs scandales financiers presque chaque année à la Gécamine. Quelle peut être la solution? La solution, et d'ailleurs, je l'ai dit avec autorité, la Gécamine n'est pas comme les autres sociétés minières en faillite. La Gécamine a la possibilité de se relever. Pourquoi? Parce que la Gécamine a deux sources de recettes. La Gécamine peut produire le minerai et le vendre, comme les autres sociétés minières, tout comme la Gécamine a de participation dans des sociétés minières. Il en a chez TFM, je crois qu'ils ont 20% de part. Il en a, je pense, chez Kamoa, il en a chez Mutanda Mining, il y en a un peu partout. Mais imaginez-vous, ça ce sont de partenariats avec des sociétés privées, où la Gécamine peut avoir 10 ou 20%. Mais vous pouvez vous imaginer que sur les recettes globales de la Gécamine, les participations, donc le partenariat avec les sociétés dans lesquelles elle a des participations, ramène à la Gécamine 97% de ses ressources. Alors que sur le plan de la production, aujourd'hui la Gécamine produit que 3%. Donc dans ses recettes, les recettes qui proviennent de la production de la Gécamine sont à 3%. En 2023, elles étaient à 9%. En 2019, les taux étaient à, je pense, un peu plus de 12%. Donc tout va en s'affaissant, en s'effondrant, à volo comme vous le dites. Donc, ce qui est beaucoup plus pire, c'est que même de ces recettes issues de participation, imaginez-vous en 2024 toujours, la Gécamine qui croit avoir reçu, je pense qu'ils doivent, des participations, ils doivent avoir reçu près de 800 millions de dollars en 2024. Vous vous imaginez que la Gécamine a payé les dettes de 700 millions de dollars. Donc, au lieu de prendre l'argent qui vient de participation, par exemple 800 millions, dire qu'avec ces 800 millions, comme j'ai beaucoup de gisements, comme j'ai beaucoup de périmètres qui ne sont peut-être pas exploités, je peux financer des recherches en géologie pour avoir beaucoup plus de minerais sèches, produire et vendre aussi ces minerais comme les autres sociétés minières le font. La Gécamine a aussi la latitude de faire la même chose. Au lieu de prendre 800 millions et de créer des usines, des sociétés, créer quelque chose qui peut lui ramener l'argent, on vous dit que ils ont payé les dettes de 700 millions. Donc ils acceptent de rester vides, de payer les dettes, alors qu'ils ne savent pas produire. Donc, je vous dis mon frère, si un accent particulier est mis sur la Gécamine,
nous pouvons concurrencer les sociétés telles que TFM, Kamoa, KCC, tout le grand minier, la RDC a une société qui peut les concurrencer. Ça veut dire, si ces sociétés sont capables de gagner sur le plan international 30 milliards de dollars, 20 milliards, nous, avec la GECAMIN, avec, on va dire, une bonne gouvernance au niveau de la GECAMIN, avec une rigueur, avec une bonne géologie, avec de s'il vous plaît, avec de matériel, on va dire réhabilité, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui sont délabrés aujourd'hui, qui ne sont pas adaptés. Ouais. Donc avec tout ça, nous pouvons concurrencer n'importe quelle société minière en RDC. Maître Donald Kabasile, vous l'avez rappelé ici que le Congo est un scandale géologique. Ouais. Moi également, je vous rappelle que nous sommes le premier réservoir mondial avec le cobalt et l'autre, je parle de d'autres minerais. Le cobalt, le coltan, lithium, lithium aussi. Je parle de cobalt et lithium dans la réserve mondiale. 70% de la réserve mondiale se trouve ici en République démocratique du Congo. Voilà. Vous savez, les mines sont épuisables. Alors, quelle est la politique qu'il faut privilégier pour ne pas regretter ces richesses un jour? Déjà, nous quittons le minerai oxydé vers le minerai sulfuré. Ça montre déjà que nos mines sont en train de baisser. Ça veut dire, on avait à un moment donné de minéraux qui ont une forte teneur. Ces minéraux-là, même dans le processus de la transformation de la production, ne demandent pas beaucoup de moyens. Mais quand vous avez des minéraux qui sont à 0, quelque chose, 1, je sais pas quoi, il y a une grande technologie qui doit être mise en place. C'est là où aussi les sociétés minières se plaignent parce qu'ils doivent avoir de machines qui sont à jour, vous voyez, qui peuvent travailler ce genre de mines. Donc, les minéraux s'épuisent, ça c'est vrai. Les minéraux s'épuisent. Donc, pourquoi je me réveille d'ailleurs? C'est pour ça aussi. Parce que je considère que c'est comme si par moment, les secteurs miniers nous distraient. Nous distraient. Nous sommes un peu dans ces contentements-là. On essaie de craindre leur pression. On essaie de penser que si on le bouscule beaucoup plus, ils vont partir, alors qu'ils ont besoin de minéraux. Nous avons des minéraux stratégiques. Personne ne peut pas nous imposer quoi que ce soit pour ces minéraux. Vous voyez? Ça veut dire, c'est à nous de dicter nos lois. C'est de leur dire comment ça va se passer. Comment vous pouvez obtenir un carré. Quelle réserve il y a dans ces carrés-là? Je voulais d'ailleurs vous poser cette question. C'est tout le monde pratiquement qui s'approprient les carrés miniers, beaucoup plus les acteurs politiques, surtout ceux qui sont dans le pouvoir. Mais quels sont les mécanismes, quelles sont les procédures pour acquérir un gisement minier? Le carré minier, en fait, les sociétés minières, si vous êtes une société, même si vous êtes congolais, il y a effectivement beaucoup de Congolais qui ont des carrés miniers. Même si vous êtes un individu, un particulier. Vous êtes un individu, mais vous vous soumettez, on va soumettez aux règles d'usage dans le droit WADA, dans l'acte uniforme. Vous êtes effectivement commerçant, vous avez une société, vous pouvez faire une demande pour obtenir un carré minier. Les politiques ont un feu vert? Dans les politiques, moi, je pense que c'est des choses à décourager s'il y a des politiques qui entrent un peu dans le... C'est ce qui amène aussi le désordre. Pourquoi ça amène le désordre? Parce que quand vous êtes politique, vous entrez dans le secteur de mine, vous avez un carré, vous voyez, il y a des choses que vous n'allez plus permettre. Ça veut dire que vous pouvez faire votre influence pour que les services de l'État qui sont déjà dans la contrebande ne vous contrôlent pas. Ça favorise la contrebande. Ça favorise la fraude. C'est pourquoi nous, on est là. L'impunité, la corruption. Bien sûr. Parce que même le minier, certains miniers, bon, parce que je ne dis pas que tous les miniers sont mauvais. Il y a des miniers qui se comportent de la manière... vous l'avez dit, vous reconnaissez quand même que l'État est incapable de fermer toutes les vannes en fait, de tous ces tuyaux... C'est trop dur, c'est trop dur. Oui. Mais je voulais effectivement dire ceci. Rappelez-vous, aux années 60, la GECAMIN, elle seule, elle contribuait à plus de 70% au budget national.
C'est même la cause de la sécession katangaise que Tchombe et les autres voulaient, parce qu'ils voyaient qu'effectivement, nous n'avons qu'une société minière qui aide le Congo dans son ensemble, et qu'il fallait que ça devienne un autre État. Vous voyez? Ça veut dire que c'est possible aujourd'hui, avec la demande en mine qu'il y a dans le monde, avec la technologie qui s'accentue du jour au jour, des armes qui sont fabriquées par-ci par-là, il est possible qu'à partir du secteur minier, quelque chose d'assez dur. Vous voyez la rigueur telle qu'elle est faite dans les finances, la rigueur telle qu'elle est faite dans la justice. Je vous dis, mon frère, une rigueur, un minimum de rigueur dans le mine peut apporter à ce pays 15 milliards de dollars. J'ai dit un minimum de rigueur. Ça veut dire pas de complaisance. Parce que il y a beaucoup de complaisance. Maître Donald Kabasele, on va bientôt prendre la petite pause. Sinon, les diamants ne représentent plus d'enjeux. Si oui, pourquoi l'AMIBA tarde à redémarrer? Sinon, je vais dire. Si, non, le diamant, on a toujours besoin de ça. Parce que les entreprises qui fabriquent de verre, qui fabriquent de bijoux, ils ont toujours besoin du diamant. C'est vrai. Dans le monde, si vous constatez bien le marché minier, si on peut revenir aux années de nos indépendances, vous savez qu'à un moment donné, il y avait un accent très particulier sur le caoutchouc. C'était à l'époque. À un moment donné, il y a eu un accent sur l'or dans le monde. Il y a eu à un certain moment un accent sur le diamant dans le monde. Il y a toujours une matière, les métaux, selon l'évolution, le cours de l'évolution, il y a toujours une matière qui, c'est comme ça qu'aujourd'hui on parle du cobalt, du coltan, par exemple. Le chef de l'État, à Mbujimai, Félix Tshisekedi avait dit apporter 50 millions pour la relance. Je reviens sur l'AMIBA. C'est très important. Mais ça semble tarder. Ça veut dire l'AMIBA connaît presque le même problème avec la Gécamine, mais à une différence près. L'AMIBA, elle n'a pas une autre source de recettes. En fait, ce qu'a connu l'AMIBA, c'est ce que la Gécamine est en train de vouloir connaître. Pourquoi? La Gécamine a encore la latitude de céder ses périmètres à des privés qui peuvent travailler et lui ramener l'argent. C'est même le principal ressource qu'elle a. Ça veut dire qu'elle n'est plus capable de produire la Gécamine. Maintenant, au niveau de l'AMIBA, ils ont des périmètres, mais ils n'ont pas de partenaires avec qui ils ont des partenariats qui peuvent leur faire venir même un 100 millions ou un 50 millions. Donc l'AMIBA a un problème, ça veut dire qu'il faut refaire les usines, il faut racheter des machines, il faut payer le personnel, il faut recruter des gens qui s'y connaissent parce que, rappelez-vous, tout le monde qui est passé par là à l'époque n'a plus la même compétence actuellement. On y reviendra, Maître Donald Kabasele. Je rappelle que vous suivez Maître Donald Kabasele, qui est, lui, avocat, senior, consultant et expert en droit minier et de carrière. Maître Donald Kabasele d'Ivouanda, il est également cadre au sein du parti présidentiel UDPS. Continuez à nous envoyer vos messages au 097 30 50 850. Nous marquons légèrement une petite pause et on reviendra juste après pour lire vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. RTGA en débrief, je suis avec Maître Donald Kabasele d'Ivouanda, avocat senior, consultant et expert en droit minier des carrières. Maître Donald, avant de lire le message des auditeurs, comment expliquez-vous le fait que la gestion du ministère de Mines par votre parti du DPS ne soit pas aussi ressentie par les Congolais? L'impact même de ce qui génère ce secteur dans l'économie nationale. Je vous vois venir et je vous vois également revenir sur la question. Je vous réponds par un exemple. Regardez le secteur de la justice. Vous savez à quel état était la justice? Vous voyez ce qui est en train de devenir la justice aujourd'hui. Vous comprenez? C'est parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui, par sa manière de faire, fait cette différence. Et on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais vous sentez la volonté de faire. Vous voyez? Et c'est cette volonté qu'il faut dans le mine. Je vous dis que le problème, il est connu.
Notre problème, moi je le résume, c'est la contrebande minière. C'est la fraude. C'est la mafia qu'il y a dans le mine. Comment de faire cette mafia? Il faut contrôler. Et le contrôle, nous avons tous les moyens pour le faire. L'UDPS n'arrive pas à le contrôler. Non, ben écoute, vous voulez... Mais pourquoi vous dédouanez le ministre? Vous m'appelez consultant, vous m'appelez expert. Vous êtes également politique. Alors, je ne veux pas que je prenne des casquettes politiques, parce que là, je vous parle de l'expertise, de ce que je fais chaque jour. Vous voyez? Je suis consultant. Vous voyez? Ça veut dire que je connais comment le minier vole. En d'autres mots, je dis que ce ne sont pas tous les miniers. Parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je sais comment ils font pour sortir toutes ces choses par fraude. Je connais le degré de complicité des services. Vous voyez? Je vous dis qu'il y a moyen de contrer cette contrebande minière. Alors, pour le faire, il faut du courage, il faut la volonté, et il faut connaître le mine. C'est ça. Il faut le connaître. Ça veut dire, oui, vous ne venez pas dans ce secteur-là pour apprendre. Parce que on vous présentera ce qui existe. On vous dira que ici, on va gagner 3 milliards. Et les 3 milliards, on doit gagner ça comme ça. Et d'ailleurs, un autre truc. Je voulais d'ailleurs que d'ailleurs le président a pris beaucoup de mesures dans le mine qui nous ont facilité beaucoup de choses. Je vous ai parlé du décret qui créait l'inspection générale de mine. Vous voyez? Et on doit supprimer cette histoire d'avance sur les recettes fiscales. Ça veut dire quoi? À un moment donné, je crois que c'était en 2017, l'État congolais demandait aux miniers, chers amis, donnez-moi un peu d'argent. Société minière, donnez-moi même 1 milliard. C'est comme des avances sur les recettes fiscales. Ça veut dire, quand on viendra pour vous contrôler, les fiscs, pour savoir combien vous payez, on pourra retrancher ce que vous m'avez déjà donné. Merci maître Kabassé. On va lire le message des auditeurs rapidement parce que nous tournons déjà vers la fin de cette émission. Bonjour mon émission. Une question à l'invité. Quand il dit que c'est la politique, est-ce qu'une définition de la politique selon lui, ou qu'est-ce que ça, il dit que c'est ça la définition de la politique congolaise par rapport à ce qui s'est passé lors des élections? C'est quoi son point de vue? C'était des bonnes élections? Message de Dagobert à Gombe. Ben, nous on reste experts, ça veut dire que les élections ont ramené le président Félix Tshisekedi, président de la République. La politique, au fait, quand je parle de politique publique, c'est différent de la politique qu'on exerce comme politique. C'est en d'autres mots, les politiques publiques, c'est comme si c'est des stratégies qui sont mises en place par les gouvernements pour contrôler ce secteur-là. Donc je trouve que s'il y a quelqu'un de percutant qui peut porter ces réformes-là et le pousser avec courage, abnégation et connaissance, je vous dis que 18 milliards là peuvent sortir seulement de mines. Il n'y en a pas à l'UDPS apparemment. Non, mais l'UDPS regorge beaucoup de cadres. Oui, l'UDPS regorge beaucoup de cadres. Parce que de partir montrer ses limites. Non, écoute, on poursuit la lecture. Quand on donne notre vision en tant qu'expert, on n'a pas de parti. Je ne veux pas que vous puissiez trop me rattacher à mon parti que j'aime beaucoup. Merci. Là, je parle de questions techniques que vous me posez. Salut RTGA, je salue les belles analyses de Maître Kabassé. Qu'il sache que notre pays recule à cause de la corruption que leur régime n'a pas pu arrêter. Leur régime n'a pas pu arrêter l'hémorragie, je voulais dire. Message non signé. Bonjour en débrief. C'est M. Francis depuis la commune d'Ngalema. C'est vraiment malheureux pour les gens de l'UDPS, toujours dans l'autosatisfaction et l'incohérence dans leurs analyses, toujours plaintifs et ils n'assument jamais leurs échecs. Comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. On va lire le dernier message puisque... Bonjour M. Christian Moses. Bandaba Belge Bakenda, seul gouvernement est soulagé peuple congolais la gratuité de l'enseignement de la maternité de plus de 3500 nouveaux nés mécanisés
une nouvelle unité mécanisée, vous voulez dire. C'est le régime de Tshisekedi. Message de Papa Maton dans mon Grafoula. Bonsoir, ma radio, Maître Kabassele, merci pour ton courage sur tous les faits négatifs dans le domaine des mines. Cela caractérise la mégestion de l'UDPS qui n'arrive pas à mettre fin à la contrebande. Alors ne pleure pas, tu es dans la gestion. Bonsoir, RTGA, c'est Hugues Maoula depuis Massina sans fil. Maître Kabassele est parmi les rares cadres de l'UDPS que j'apprécie. Il est toujours modéré, même dans le débat politique. Il est intellectuellement correct. Il ne fait pas la politique politicienne. Continuez comme ça, mon frère. Bonjour, en débrief. Le président doit faire la descente sur toute la ville de Kinshasa pour découvrir des choses cachées. Eric, qui nous suit depuis Brazzaville. Et voilà, nous sommes à la fin du temps nous imparti. Nous ne saurons donc poursuivre la lecture de vos messages. Désolé pour ces dons. Le message n'a pas été lu. Maître Donald Kabassele, vous allez vite conclure. Et aussi, je voulais vous poser cette dernière question. Pourquoi le fer comme minerai des Luebo n'est pas exploité? Par exemple, il n'y a pas que Luebo, il est beau. Il n'y a pas que Kananga, il n'y a pas que Dimbelenge, Ndemba, où il y a du diamant. Il n'y a pas que Matadi, où il y a du cuivre et d'autres minéraux. La RDC est un scandale géologique. Ça veut dire, en conclusion, nous devons avoir une politique minière nationale qui permet à notre pays de découvrir de nouvelles mines. Parce qu'il y en a à gogo. Ça va demander qu'il y ait des financements conséquents dans ce secteur. On doit découvrir de nouvelles mines, de nouveaux minéraux qui existent et nous devrions effectivement appeler le partenaire à y travailler. Merci. Mais nous devrions, dans ce qui s'est fait déjà, dans ce qui est déjà connu, le vrai problème à la GECAMINE, la direction de la GECAMINE doit être cotée en fonction de la production et pour le mine en général sur la RDC, nous devrions lutter contre la fraude et la contrebande. Cela passe par la traçabilité de produits miniers, pas seulement à l'exportation, même sur le marché international. Ouais, vous êtes tellement exubérant, la matière elle est abondante. Malheureusement, les temps nous fait défaut. Maître Donald Kabassele, vous allez vous rattraper peut-être dans le jour à venir. Ainsi s'achève complètement le débrief de ce lundi 22 janvier 2025 sur les ondes et les antennes de RTGA. Yannick Mahamba, Florian Massamba, Fiestambou et Yannick Bilambou étaient derrière la caméra. Cette émission a été coordonnée par Simon Kabamba qui m'a aussi aidé à la préparer, et aussi Henri Ebondo qui était à la coordination et à la supervision. Christian Moses Massunga qui vous parle, vous l'avez présenté. Émission à suivre tout à l'heure à 22h30 en rediffusion à la radio et à minuit à la télévision. On se retrouve donc demain pour un nouveau numéro de votre émission Débrief. Restez avec nous, bonne suite de nos programmes, à très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.